pour le 7e numéro du podcast. J'ai failli battre un record du monde, c'est-à-dire qu'on avait rendez-vous chez moi à mon appartement et j'étais à 12 secondes d'arriver en 2e. Donc c'était un peu la loose, mais heureusement quand je suis arrivé, mon chien avait réussi à retrouver une poubelle dehors et l'avait étendue partout dans l'appartement. Donc quand l'invité est arrivé, ses pieds collaient au plancher à cause des détritus sur le sol. Donc je suis content de l'effet que j'ai réussi à faire pour l'arrivée de Walter. Salut Walter. Salut Dan. Ravi que t'aies accepté mon invitation et pas trop impressionné par mon appartement. Alors, je suis très impressionné, surtout par la déco. Au départ, ça faisait très célibataire post-fête, avec d'autres célibataires qui n'ont plus vu une femme à moins de 2 mètres depuis un bon moment. On me disait quand j'étais plus jeune que la seule chose qui gardait mon appartement de l'insalubrité, c'était la possibilité d'y avoir une fille de temps à autre. Et là, le pire, c'est que j'ai une femme de ménage. Les psychopathes ne baissent pas, ça explique en fait généralement l'état de leurs appartements. J'ai pas pris de chance. J'ai demandé qu'est-ce que tu voulais boire. T'as dit du vin rouge. Et comme j'y connais que dalle, je suis allé chercher un nom qui Châteauneuf-du-Pape. Ça paraît très que ça, c'est bien. C'est très bien, Châteauneuf-du-Pape. Et je l'ai goûté. Il est très très bon. Alors je précise pour nos auditeurs que quand Dan a ouvert la bouteille, il a fait un air. Il n'est pas impossible qu'il soit bouchonné. Or le vin est absolument délicieux. Donc bon choix, Dan. Ouais. Donc ça veut dire que je connais tellement bien le bon vin que je confonds bon vin et vin bouchonné. Ça dit beaucoup sur la qualité des vins que je bois d'habitude. Donc voilà, je suis content parce que tu dois être un des c'est certainement le premier invité qui connaît le podcast avant de le faire. Donc ça déjà oui. Pour ça je suis ravi. Et surtout le truc qui me plaît vraiment, c'est que j'ai l'impression que humoriste c'est un des rares métiers au monde, parce que oui c'est un métier où la plupart des gens que je connais ont très peu de réflexion sur ce qu'ils font, sont pas du tout des théoriciens, ont pas fouillé sur l'histoire, placent pas ce que eux font dans un contexte global. Et toi je sais que t'es un vrai geek de l'humour comme moi. Finalement, t'adores fouiller sur tout ce qui se fait. Mais je crois que je suis un vrai geek tout court, en fait, au fond de moi-même. Je pense que tu me fais... Je peux pas m'intéresser à une activité sans m'intéresser au tenant. Ça m'ennuie sinon. C'est-à-dire que ça fait partie pour moi du plaisir de l'activité elle-même. Pardon, mon téléphone vient de sonner. Je vais, comme un grand professionnel, voilà. Maintenant, il est balancé sur le sofa. Il était déjà explosé. De toute façon, j'ai explosé mon iPhone. Putain, ça fait vraiment mal. Et c'est là que tu vois qu'au moins les choses vont un peu mieux dans ta vie. J'ai sorti de la bagnole l'autre jour, je laissais tomber le téléphone et normalement j'avais une coque pour mettre autour et je l'avais enlevé parce qu'en fait c'est une coque en caoutchouc et c'était chiant quand je le sortais de ma poche. Donc à la place, j'ai fait exploser un téléphone. Ça adhérait aux poches en fait, aux poches en jeans. Ouais. Et donc je fais risquons pour un truc qui est chiant une demi-seconde dans une journée de péter un téléphone à 650 € et c'est ce qui est arrivé. Et le truc que je me suis dit c'est c'est chiant parce que si je vais le faire réparer, je l'aurai pas pendant genre 3 semaines, 1 mois. Alors que si j'en achète un nouveau, je peux encore revendre l'ancien une fois qu'il vient réparer. Donc j'attends pour pouvoir acheter un nouvel iPhone 5. Mais je trouve que avec les iPhones, ils en sont à un point où c'est un peu gênant d'aller acheter un iPhone. C'est comme acheter, je trouve, un manteau de fourrure en vraie fourrure. Il y a un point, c'est un... Non, moi, je trouve ça très jouissif d'acheter un manteau de fourrure en vraie fourrure. Ça coûte cher, c'est ça le problème. Non, c'est génial. Juste pour pouvoir te balader. C'est comme l'autre jour. Non, mais moi, par exemple, j'aime bien la corrida. Je m'intéresse à la corrida un tout petit peu. J'ai habité en Espagne et je partageais l'appartement avec un Sévillan qui lui, pour le coup, était un vrai connaisseur. Évidemment, dire que t'aimes la corrida, ça c'est... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la plupart des gens soit s'en foutent ou sont violemment contre. Ouais. Et donc, quand tu rencontres des gens, ils se disent tous, est-ce que ça devrait être autorisé ou interdit ? Moi, je veux suggérer que ça devait être obligatoire, ce qui n'était pas une option. Il manquait une troisième option. Voilà, ouais. C'était pas une option extrêmement populaire, mais à l'instar du manteau de fourrure, je trouve ça très agréable. Mais les défenseurs des animaux sont probablement, parmi les gens que moi je connais qui sont le plus sensibles. Qui ont le moins d'humour du monde. Je pense qu'il est possible d'être défenseur des animaux, membre de PETA, et d'avoir de l'humour en même temps. Est-ce que tu penses que les deux sont... C'est possible qu'il y ait eu dans l'histoire de l'humanité des défenseurs des animaux qui ont de l'humour? Genre, je travaille pour la PETA et j'arrive déguisé à Halloween avec une vraie fourrure pour faire de l'ironie sur moi-même, là. Ouais. Je pense pas. Il y a quelque chose de viscéral. C'est comme quand les animaux, Madonna, Apple et les Gilles de Binche. Moi, c'est les 4 groupes que je connais qui sont et ceux qui en général défendent l'extrême droite aussi. Ceux qui en général défendent l'extrême droite sont assez virulents dans leur manière de défendre. Sauf que les gens qui défendent l'extrême droite
ont vraiment l'habitude de se faire insulter et n'ont pas l'habitude qu'on s'écrase devant leur argument moral, si tu veux. tandis que les défenseurs des animaux... Oui, le côté j'ai plus raison parce que je suis quelqu'un de... Parce que le fait d'être de ce côté-là de l'argument fait de moi une personne bonne, fondamentalement. Vu que les animaux sont plus faibles, je défends le faible, donc j'ai automatiquement raison. Ouais, voilà, tu n'as pas le droit. Et c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, défendre des animaux en soi, je pense pas que ce soit quelque chose qui manque de vertu. Non. Mais ceux qui défendent des fois la juste cause peuvent le faire d'une manière tellement casse-couille que t'arrives encore à plus vouloir être contre eux que vouloir défendre la juste cause. Mais moi, j'ai repensé à cette histoire de corrida, parce qu'effectivement, j'aime bien le spectacle, et sans être non plus un aficionado, hein, j'aime bien ça. Et je me disais, oui, mais quand même, c'est vrai que on torture un animal quand même pendant un quart d'heure avant de le tuer. Il y a quelque chose d'un petit peu barbare, un petit peu cruel là-dedans. Et en fait, je me disais, ok, je peux comprendre les défenseurs des animaux qui sont extrêmes, c'est-à-dire qui ne font jamais de mal à un animal, n'ont jamais d'actions qui ont impliqué un animal qui a été maltraité, par exemple, ne fût-ce que manger de la viande, parce que à moins de vraiment, je sais pas, d'aller manger des trucs spéciaux, enfin qui ont été élevés d'une façon hyper spéciale et qui ont été tués sans douleur. Enfin, je sais même pas si ça existe. Donc en général, okay. C'est une bête qui a été à l'abattoir, qui est terrorisée quand elle arrive. Et donc, soit on a ces extrémistes animaux, ou bien ce sont juste des hypocrites qui vont bouffer des œufs non bio, c'est-à-dire par des poulets qui n'ont jamais vu la lumière du jour. Et donc, quand ils ont une remarque à faire sur la corrida, j'ai juste envie de dire ferme ta gueule. C'est-à-dire que soit tu es cohérent, soit tu l'es pas. Or, les seuls cohérents sont les pires casse-couilles du monde. Donc, il n'y a pas de solution. Donc voilà. Donc, je suis très content d'être favorable à la corrida et je salue tout le monde. Ça te dérange pas de passer pour un connard, toi? Non. C'est quoi? Est-ce que c'est parce que t'es heureux et que t'as, mettons, genre 8 personnes dans ton entourage qui sont proches dont tu te soucies à fond de l'opinion et donc le reste tu t'en fous, ou c'est juste que t'aimes bien argumenter aussi, t'as de bonne rhétorique? Oui, j'aime bien argumenter, et puis, mais j'ai pas de plaisir particulier à passer pour un connard. Je pense pas que je passe particulièrement pour un connard. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est une étiquette qui me colle à la peau. En revanche, j'aime pas l'unanimisme. Ça m'énerve, ça, ce côté, on est tous d'accord. J'ai envie, là, à l'heure où on enregistre le podcast, on est à 2 jours des élections américaines. La seule chose qui me retient de poster 1000 trucs sur Facebook en appelant à voter pour Mitt Romney, dans toutes les langues, c'est juste que je ne suis pas favorable à Mitt Romney. Okay. Mais vraiment, c'est la seule chose. J'ai tellement envie. Limite, t'aimerais ça, être en faveur de Mitt Romney pour pouvoir le faire. Tellement, j'aimerais bien être en faveur de Mitt Romney, ce qui n'est pas le cas. Pour pouvoir, parce que tellement ça m'énerve cette déferlante de Obama et de mauvaise foi et de trucs et le sauveur du monde contre le méchant, le gentil contre le méchant, c'est insupportable. L'unanimité, surtout quand t'es sur Facebook, Twitter beaucoup, et toi j'imagine qu'en radio tu l'as vécu aussi beaucoup, il y a chaque jour 1 ou 2 ou 3 sujets où là mettons t'as la fermeture de l'usine de Ford Genk. Oui. Et là tu le sais que parmi les gens qui plaident dans la faveur de ces pauvres personnes qui ont perdu leur boulot, ce qui est jamais chouette de perdre son boulot, et t'as une espèce de fucking faux bon sentiment. Oui, et puis surtout, si tu veux le sentiment qui est évidemment normal de sympathie, de compassion pour les gens qui perdent leur boulot, de tous les problèmes qui en résultent, des vrais problèmes, même grave économique pour la région, devient un prétexte aussi à faire taire une opinion qui serait divergente. Par exemple, l'opinion selon laquelle, si par exemple on dit oui, mais il faut indemniser Ford Genk, donc d'une manière ou l'autre subsidier les familles, on pourrait très bien argumenter du fait que ça va se traduire encore par des hausses d'impôts qui vont elles-mêmes ralentir l'activité économique et que donc il y a d'autres personnes qui vont en souffrir, mais indirectement, etc. Bon, voilà, c'est une hypothèse. On peut pas dire ça. Pendant que l'événement a lieu, on ne peut pas dire ça parce que l'émotion de sympathie et de compassion empêche en fait la discussion rationnelle. Moi, c'est ça que voilà. Quand t'es victime, t'as toujours raison. Oh, voilà. Et moi, je suis convaincu que si à 3-4 jours d'une élection, t'as quelqu'un qui se présente à la tête d'un parti, qui est à la tête d'un parti qui se présente, s'il y en a un des 4-5 partis dont la femme ou le mari meurt 3-4 jours avant les élections, je suis convaincu qu'il remonte significativement après dans les votes parce qu'on se dit « Oh, le pauvre ». Et donc,
voler d'empathie, t'arrêtes de penser et c'est... Disons, c'est ça, t'arrêtes de penser. On va faire un petit point sur ta carrière pour ceux qui te connaissent pas. T'as commencé l'humour, ça fait donc pas super longtemps de manière professionnelle. Non. Et ça a été... fait même pas 4 ans. Et le truc est arrivé vite chez toi, et t'as une caractéristique que peu de personnes ont, je trouve, surtout en humour, une capacité à refuser les projets et à quitter les projets avant qu'on t'éjecte. Pour le premier truc qui me vient en tête, forcément, c'est le Belge Comedy Show. À la base, t'étais dans les premières réunions pour être dedans. Oui, bon, c'est pas un exploit, hein. En gros, toute personne qui avait déjà fait une blague en Belgique a été convoquée pour être dans les réunions de projet de l'émission. Et je ne sais pas si c'est un instinct, mais on a eu plusieurs réunions de travail, dont notamment, puisque c'était François Pirette qui était à la base du projet, dont des réunions de travail chez François Pirette, où il nous a reçus, etc. C'était d'ailleurs très sympa, on a bien mangé. Mais j'ai senti qu'il n'y avait pas de projet, en fait. J'ai senti qu'on allait mettre une patate entre les mains de gens tout à fait inexpérimentés. Et en plus, c'est intervenu à un moment où moi je commençais à jouer au point virgule à Paris, et où participer à ces émissions-là faisait que j'allais pas... Enfin, ça allait être compliqué de combiner les deux, j'allais devoir sauter des dates au point virgule, et j'ai dû faire un choix, en fait, tout simplement. C'est pas comme si j'avais préféré, tu sais, rester chez moi plutôt que d'aller à des réunions de travail. C'était pas le même risque, parce que tu prenais pas le risque d'avoir rien versus avoir quelque chose, et t'as pris le risque de garder plus de points virgule pour pas avoir le Belge Comedy Show. Voilà, et j'ai senti que c'était... Enfin, ça fait prétentieux de dire ça, mais j'ai senti dès le début que c'était complètement foireux. Ton spectacle en ce moment, il fait 1h05, là, sur la Belgique, il fait 1h10 parce que j'ai un sketch. Enfin, la dernière fois que j'ai joué au 140, je crois que j'avais fait 1h20. Voilà. Ça riait tellement. Il y avait 10 minutes de rire là. Non, mais ça fait 1h20. C'est proportionnel un peu. Mais tu le sais bien, c'est proportionnel à la taille de la salle. Plus la salle est grande, plus effectivement il y a de rire, plus il y a de gens qui applaudissent, plus il y a de largeur dans le jeu, on prend plus son temps pour jouer les choses, etc. Dans une petite salle, on a tendance à être plus nerveux et à vouloir justement... éviter tous les vides, voilà, puncher les gens. Et sur donc 1h10 que tu dirais que t'avais écrit à la base à un point ou à un autre jusqu'à combien de temps de matériel pour garder ça? Ah, mais écoute, je pense que je dois être à 3 heures. Ouais, c'est ça. 3 heures, quelque chose comme 3 heures de choses que j'ai considérées suffisamment bonnes pour être jouées sur scène à un moment ou à un autre. Et probablement, certainement, 5-6 heures en plus qui ont jamais traversé ton cahier, quoi. Qui ont jamais traversé mon cahier. Et toi, tu vas travailler. Je t'ai vu faire des punchlines qui marchaient et continuer de les travailler pour que ça aller chercher vraiment le maximum de jus. Dans mon spectacle, l'exemple type, c'était une blague que j'avais même depuis le tout début, où j'avais faite au Varia, la soirée dont tu parlais tout à l'heure, où je dis de façon très chic: après le mariage fini les fellations, les femmes se marient pour avoir des enfants, pas pour les boire. Qui est devenu: les femmes se marient pour avoir des enfants, pas pour les boire. Rire, la classe, rire. Mes parents sont très fiers de mon spectacle. Toute ma famille d'ailleurs, sauf mon frère et ma sœur, ma mère les a bu. C'est-à-dire qu'on est passé de une blague à... Un rire à 5 rires. Et c'est là, moi je vois souvent je regardais encore des humoristes américains qu'on adore, comme Louis C.K., Jim Jeffries, des gens comme ça. Et ce sont des gens qui n'ont pas des idées. L'idée de base n'est pas souvent plus géniale. De temps en temps, il y a des idées géniales, mais des fois, l'idée de base n'est pas plus géniale que celle que pour avoir n'importe qui. Simplement, on a l'impression qu'ils en ont écrémé tous les rires possibles. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les angles possibles pour arriver à faire un maximum de... J'entendais une interview avec Patton Oswalt, qui est un autre des humoristes américains. Qui est très amusant et qui est un type qui, lui, est plutôt justement un très gros geek. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas nécessairement les humoristes américains, et qui, lui, est plutôt dans un format où il raconte des anecdotes relativement longues, et donc ça se rapproche plus dans ce cas-là de l'humour français, dans le sens où ce serait moins des observations très rapides, mais il développe une histoire un petit peu... C'est pas une ligne un gag, c'est ça, une ligne un gag, mais non, c'est voilà. Vraiment ça, donc du storytelling, donc vraiment ça série d'anecdotes. Et lui, il dit que c'est ça qu'il fait. Quand il prend, mettons, il y a un sujet qu'il voit qui l'amuse, mettons, on dit comment les végétariens commandent au restaurant. Eh ben, il s'assoit, il prend une feuille et il écrit, il dit, je sais que les 10 premières idées, elles seront pas bonnes, ça va être des trucs que, si moi j'y pense en 2 secondes, c'est qu'il y a plein d'autres
d'humoristes qui y ont déjà pensé. Et j'avance, et il dit, quand j'arrive à trouver le 16e, le 17e, le 18e ongle, c'est là que je me dis que j'ai peut-être quelque chose de franchement original. Et quand, juste ça, donc juste arriver à trouver l'angle original, c'est là que je me mets à travailler pour construire mon segment. Et j'ai l'impression qu'il y a... Mais c'est des techniques de créativité qui sont connues et qui sont vieilles comme le monde. C'est-à-dire, on dit, quand vous voulez trouver... mais la façon d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir plusieurs. Ouais. C'est d'avoir... Ils disent toujours de commencer par moins 10 idées sur un sujet. Et c'est vrai que celui qui s'arrête à la première, généralement, même si elle marche, souvent, elle sera pas très originale. Donc, il y a ta carrière sur scène. Et t'as commencé à écrire ton deuxième spectacle ou t'es pas du tout là dans ta tête? J'en suis pas là parce que je voudrais encore faire une version un petit peu plus longue avec, si tout se passe bien, je vais passer dans une salle plus grande à Paris. Donc, c'est pas encore fait. Mais donc, il faudra une version légèrement plus longue. Donc, je suis... T'es pas encore là dans ta tête? Je suis pas encore là dans ma tête, ouais. Paris, c'est obligé pour... Si tu veux être connu en Belgique, c'est plus facile de passer par Paris, forcément. Non, regarde... c'est plus facile. Si tu passes chez Drucker, ça va aller plus vite que si tu passes chez Jean-Louis Lahaye pour être connu. Oui, mais c'est plus facile de passer chez Jean-Louis Lahaye que de passer chez Drucker. Donc, si tu veux, l'un dans l'autre... facile. Ouais, non, facile. Non, ouais. Non, c'est plus efficace, je le dis. Oui, oui et non, parce que c'est plus facile aussi d'avoir, par exemple... facile, c'est toujours difficile. C'est toujours des gens, des gens qui ont bossé et qui sont... Mais t'as plus facilement, vu le nombre d'humoristes disponibles, c'est plus facile d'être, par exemple, tous les jours sur une radio nationale en Belgique qu'en France, qu'à Paris. T'es meilleur sur scène ou t'es meilleur en radio et en télé? Sur scène, à mon avis, sur scène, c'est la base de tout. C'est ce que je préfère. C'est là que c'est le meilleur. Et c'est là que tu vas chercher tes contrats. C'est les gens qui te voient sur scène qui font faut qu'on l'engage. C'est pas les gens qui t'entendent à la radio qui font je vais le faire jouer dans mon théâtre. Si, ça peut arriver que pour de la télé, les gens qui m'ont vu à la télé, parce que apparemment je passe relativement bien, m'ont dit ok, lui il a la tête qu'il faut, ça m'est arrivé, mais non, sinon c'est la scène. T'es riche aujourd'hui ou pas? On n'est pas riche, mais on vit bien, quoi. Mais donc tu joues quasiment tous les soirs. Ouais. T'as la radio à côté. Tu vis à Paris. Ouais. Par exemple, ça coûte 1 milliard d'euros d'avoir un appartement à Paris. Par minute. C'est ça. Ce qui revient cher, mettons, de l'heure, pour donner un exemple. Qu'est-ce qui t'a pris de choisir de faire de l'humour? À quel point t'étais fan d'humour, puis un jour t'as décidé de le faire? Ça fait longtemps que tu voulais le faire, mais qu'est-ce qui fait? Parce que t'es pas jeune, t'as quel âge? J'ai 39 ans. Et donc, ça veut dire qu'à 34, 35, il t'est pété une bulle au cerveau, ou ça fait 20 ans, puis tu te dis, fuck, si je le fais plus maintenant, je pourrais plus le faire jamais. Voilà, ça a toujours été un rêve. Quand j'étais étudiant, je le faisais déjà, on avait écrit des revues, j'ai fait Solvay, donc à l'ULB, j'ai donc j'avais fait la revue Solvay, j'ai joué des sketchs, j'avais fait des solos. Et en fait, je me souviens, j'avais joué, ça me plaisait, et j'avais fait un tout petit sketch où je faisais le commandant de Neve avant que Manu Toro n'en fasse sa capsule. Ok. Je m'étais habillé en gendarme et j'avais parodié l'émission Contact avant que Manu Toro, avec le talent qu'on connaît, fasse Faux Contact. Et donc, et ça avait été un tel plaisir d'être sur scène. C'était des grosses salles en fait. C'était chaque fois 650 personnes. Ah oui. Je me souviens, c'était au centre culturel Duc. Et ça m'est toujours trotté dans la tête. J'avais fait en amateur, j'avais fait des cours de café-théâtre, comment apprendre à être sur scène, où on commençait en jouant les sketchs d'autres humoristes. C'était le... Mais ce que je comprends pas, c'est que l'envie soit là, c'est cool. Ouais. Mais qu'est-ce qui a pu changer un jour? Est-ce que c'est un truc dans ta vie personnelle qui fait que tu as eu un déclic puis tu t'es dit maintenant il faut que je le fasse? Tu vois, mettons si... Mais j'ai eu un événement familial, le décès de mon père, qui m'a beaucoup préoccupé, en fait, parce qu'il était malade pendant des mois et des mois. Et comme j'étais indépendant à l'époque, je faisais du conseil aux entreprises en indépendant. Et quand mon père est mort, je me suis dit, je fais un break. Je vais reprendre des cours de théâtre parce que ça me paraissait plus réaliste que de faire directement de l'humour. Et assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, à mon âge, je veux dire, personne n'allait m'appeler dans un casting. Je n'avais pas rentré à la Comédie Française. Enfin, fallait être réaliste. Et je me suis par contre, je me suis dit, tiens, j'ai des trucs à raconter. Et je me suis mis à écrire et à faire les scènes ouvertes dont on parlait tout à l'heure.
Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de demi-mesure. Soit on faisait ça en amateur et vraiment en amateur, ou on essayait d'être un professionnel et il fallait y consacrer tout son temps. Et j'ai eu la chance de rencontrer toute une série de personnes, que ce soit Gilles Morin à Bruxelles avec les Kings of Comedy qui m'a donné ma chance, les gens du Point Virgule qui m'ont suivi. J'ai assez rapidement pu faire le Point Virgule fait l'Olympia. Moi, je dis toujours que j'ai joué dans un théâtre de 40 personnes à Paris pendant 4 représentations, et puis la deuxième scène que j'ai faite, c'est l'Olympia, mais c'est vrai. Ouais. Et dans le plateau donc du Point Virgule. Et tout ça s'est enchaîné, et voilà, j'ai pas regardé derrière, quoi. Et en quoi le décès de ton père a fait une différence? C'était par rapport à ce que la vie que lui avait eue, ou c'était la réalisation que si tu veux faire ce que tu veux puis tu le postposes tout le temps? Il est mort beaucoup plus jeune que ce qu'on aurait pu penser. Il a eu une maladie relativement foudroyante, donc il est parti en 6 mois alors qu'il était en forme 6 mois avant. Ok, donc traumatisé. Ouais. Ouais, non, mais c'était pas traumatisé, parce que c'était quelque chose que je voulais faire, c'était pas une folie, si tu veux. Ouais. Mais de un, il y avait que ça a été vraiment des mois très très éprouvants sur le plan personnel, et donc j'ai voulu aussi me mettre une bulle. Je me suis dit, je vais faire ça pendant 6 mois. Ouais. J'avais un peu d'argent de côté, je me suis dit, je vais faire ça pendant 6 mois, et puis après on verra. Et de deux, c'est vrai qu'il y a eu ce côté un peu, oh là là, les choses peuvent aller quand même assez vite. Voilà, j'avais fait un peu le tour en même temps, parce que c'est pas que je me déplaisais, parce qu'il y a toujours le côté, oui, je perds ma vie à la gagner, ce genre de baliverne. C'est pas trop le blues du businessman, non, toi. Non. Mais par contre, je me suis dit, oula, ça c'était intéressant, je l'ai fait, je commence un peu à tourner en rond, ça se passait bien, je gagnais bien ma vie, ça se passait bien. Je me suis dit, ok, on essaye autre chose, et puis on y va, on s'y met vraiment. Et donc voilà, donc t'as pris cette décision-là, et ça a mis combien de temps avant que tu, entre guillemets, je veux dire, retombes sur tes pattes? C'est-à-dire que tu puisses dire, tiens, shit, je suis un humoriste qui gagne sa vie avec l'humour. Ça a mis 2 ans. 2 ans, après 2 ans, je me suis dit, tiens, là, ça y est, Okay, on va faire un tour un peu. Je gagne pas autant qu'avant, soyons clairs, mais je gagne ma vie, honnêtement, comme quelqu'un qui travaille, qui n'a pas de souci d'argent. T'es au moins un artiste de gauche au lieu d'être un salaud de capitaliste de droite maintenant. Donc, tu es devenu une bonne personne qui est pour les animaux, contre le cancer. Ouais. Pour les Noirs. Pour les Noirs. Pas très en faveur du sida. J'ai remarqué ça. C'est assez rare que tu... le sida, tu sais... C'est Coluche qui disait le sida, c'est une maladie qu'on attrape que dans les journaux. J'aimerais tellement bien pouvoir dire ça aujourd'hui. C'est tellement marrant. Tu fais un humour, on peut dire un humour. Moi, je veux pas trouver spécialement qu'il est trash parce que je suis super fan. Et quand tu compares ce qui se passe aux États-Unis, c'est pas nécessairement trash. Mais par rapport à ce qui se fait ici, c'est disons plus piquant. Oui. Et à chaque fois que j'entends des gens dire qu'ils aiment bien l'humour piquant et je leur demande qui aime bien, ils répondent toujours Pierre fucking Desproges, donc le gars qui faisait ça genre dans 1824 si ma mémoire est bonne. Ouais. Qu'est-ce qui fait que dans les dernières années, il y a personne qui a réussi à s'établir? Tu sais, c'est chouette que puis je veux dire j'ai des livres de lui et je trouve qu'il est très bien, mais qu'est-ce qui fait que personne n'a réussi à faire oublier Pierre Desproges 30-40 ans plus tard? Il y a personne qui a pris le risque ou la société a changé? Qu'est-ce qui... Il est mort il y a 25 ans. C'était très inventif. Il avait dit un jour bon, je paraphrase, je me souviens plus exactement de la phrase, mais en gros, l'humour anglais se rit des vicissitudes du monde et nous met face à notre aléa moral, le tout en étant pince sans rire. L'humour français, lui, se rit de ma belle-mère. Et un gars qui dit ça en France... C'est encore bon aujourd'hui, ça. Moins, mais à son époque ça l'était clairement, et quelqu'un qui dit ça ne pouvait forcément qu'être une bonne personne. Et à propos de Desproges et de Coluche, on est arrivé dans les années 90, et pour une raison que j'ignore, le côté caustique entre guillemets dans l'humour et même absurde s'est retrouvé aux marges. Les vedettes, ça a été des gens très rassurants. Voilà, des gens qui n'étaient pas là pour piquer, mais qui étaient plutôt là pour rassurer. Ça a été Gad Elmaleh, même Danny Boone aujourd'hui. Danny Boone, évidemment, voilà, Franck Dubosc, ou carrément plus grivois pour revenir dans un truc très grivois, très paillard du style Bigard. Et il y a eu quand même beaucoup d'inventivité de la part de gens comme Jamel. Mais on était toujours dans quelque chose de très rassurant. C'est-à-dire que, voilà,
Au Québec, on dit ça brassait pas la cage, quoi. C'était pas le truc qui était là pour ça secouait pas les. Non, c'était. Tu considères que tu fais des trucs risqués, toi? T'as de la prise de risque dans ton spectacle ou pas? Mais ça, c'est que dans les commentaires sociaux, avec le type de truc sur lequel tu rigoles, oui, mais est-ce que t'es dans le commentaire social ou pas nécessairement? Oui, un petit peu, je suis dans le commentaire social, mais c'est en filigrane, si tu veux. Bon, tu le soulignes pas à grands traits, quoi. J'essaye pas de le souligner à grands traits, je trouve pas ça chic. Moi, ça me fait un peu débander quand ceux qui ils crient fort, qui font de l'humour intelligent ou qui font du genre j'ai maintenant une opinion, écoutez-la. Si t'as vraiment une opinion, t'es pas obligé de crier que t'as une opinion. Non, quoi. c'est plus. Ceux qui aiment ce genre d'humour-là, en disant oui, mais c'est de l'humour intelligent, mais on a besoin de leur dire que c'est de l'humour intelligent avant, ça me déprime. L'autre jour, je dînais avec des copains et il y avait la copine d'un des convives qui est suédoise, jeune, et on discutait de choses et d'autres. Et puis à un moment vient la conversation, on se disait tiens, si t'étais enceinte, parce que je parlais dans mon spectacle, je parle du fait qu'il y a un logo sur les bouteilles d'alcool qui disent avec une femme enceinte barrée pour dire que l'abus d'alcool est nuisible aux femmes enceintes. C'est à quoi je rajoute que sans abus d'alcool, il y a beaucoup de femmes qui seraient jamais tombées enceintes. Et donc on était autour de la table. Et cette Suédoise nous expliquait qu'une femme enceinte qui boirait de l'alcool quelque part en Suède, ce serait vraiment... tout le monde regarderait ça comme quelque chose d'absolument terrifiant, et que si elle buvait toute une bouteille, les gens appelleraient les services sociaux. Suite à quoi, je lui ai demandé si l'avortement était interdit en Suède. Elle m'a fait non, bien sûr que non, c'est même remboursé par l'État, etc. J'en ai donc conclu qu'on pouvait tuer les bébés dans le ventre de leur mère en Suède, mais uniquement d'un coup sec. Et si tu veux, pour moi, ça c'est intéressant parce que ça permet aux gens qui vont être d'accord avec tout ce qui se fait en Suède, par exemple, en l'occurrence, de se dire tiens, oui, tu vois. C'est dans ce sens-là, je fais du commentaire social. Après, ça va pas chercher. Je vais pas. Ce qui m'intéresse de moins en moins avec l'âge, c'est la politique au jour le jour. Un tel de tel parti a dit ça. Et machin du CDH en gros, a dit un machin du PS, et en fait la NVA fait une manœuvre politique pour ceci. Et ceux qui commentent la politique, ça m'intéresse pas en fait. Sont très 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 proches de deux types de personnes, ceux qui commentent l'actualité des équipes de foot et ceux qui commentent l'actualité qu'on voit dans Voici, dans le Paris Match, parce que la notion même de politique, c'est pas ce qu'on voit à la télé, ça n'a aucune incidence et Joël Milquet est arrivé en retard, ce qui a causé. Je pense que les politiciens aujourd'hui sont tellement on est dans le populisme, la démagogie, c'est-à-dire que mais parce que ça marche, sinon parce que ça marche, donc c'est la formule. Ils ont guillemets raison de le faire. Tout à fait, c'est la formule pour être élu. Il faut être le plus démago possible. Il faut les dire pauvres aux gens, c'est bien, les riches c'est mal, par exemple. Enfin, il faut surtout ne pas choquer l'opinion dominante. Donc, ce qui est intéressant politiquement, c'est de s'attaquer aux opinions dominantes. C'est pas de s'attaquer aux politiciens qui sont jamais qu'un miroir de ce que les gens ont envie d'entendre. Moi, pendant les crises, nous ne payerons pas pour leur crise. On lit ça partout. Nous ne payerons pas pour leur crise, etc. Mais les gens ont voté pendant 40 ans pour les politiques qui ont mis en place les politiciens, je veux dire, qui ont mis en place les politiques qu'on voit aujourd'hui de dette publique et autres. Ce que tu viens de dire à propos de la Suédoise. Oui. Et je sais pas pourquoi on parle de mais cette jeune femme, je le précise quand même, ne faisait que me refléter l'opinion de son pays. Elle ne s'est pas exprimée sur... Oh, puis on s'en fout, on n'a pas dit son nom. Enfin, ouais, on n'a pas dit le nom d'Elga. Ça t'est déjà arrivé... Pour moi, les vrais humoristes, et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont ça dans le sang, c'est ceux qui vont être capables, dans une soirée où il y a 12 personnes, de casser l'ambiance pour un bon gag, juste pour le plaisir de pouvoir dire qui ont fait le gag et pouvoir le raconter à d'autres après. Tu t'es déjà mis dans des situations où... Tu veux dire par là, et ça, c'est une question que je me suis déjà posée, parce que, tu sais... je vais te faire une parenthèse, pour te donner illustrer. Oui. C'est déjà arrivé quand j'étais au Québec, j'étais avec une copine, et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois où on s'engueule, elle me dit une phrase et ça me donne une idée pour une super réplique qui, je sais, si tu dis ça, t'es entre le moment où tu vas t'engueuler, si tu dis une phrase cute, une phrase gentille, tu peux revenir à diminuer la tension, mais si tu fais le commentaire de trop,
Là, ça y est, t'es en full mode engueulade. Et elle dit quelque chose et tu te dis, fuck, c'est une super vanne. Si je la fais, je sais qu'on s'engueule. Et il y a quelque chose au fond de toi qui fait, nah, that's it. Je le dis quand même, comme ça, je peux raconter à tout le monde après la vanne que j'ai fait. Et moi, je me suis engueulé, je sais pas combien de fois parce que j'étais pas capable de m'empêcher de faire une vanne. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Mais j'ai déjà pris ce risque-là, et alors, assez étonnamment, je pense que quand t'es très sincère, finalement, ça prête pas à conséquence. Tu peux aussi éviter beaucoup d'engueulades comme ça, parce que la personne te dit, bah, tu sais, ça y est, t'es con. C'est lui. Ça Il est comme ça. Ouais. Est-ce que et c'est vraiment une question presque philosophique sur la façon de mener sa vie. Est-ce que des fois, il faut pas faire des choix dans la vie qui t'amènent à avoir des bonnes histoires à raconter? Est-ce que c'est pas un des critères qui est pas assez pris en compte dans ta vie? C'est-à-dire, ouais, si je fais ça, ok, j'aurai des emmerdes, il va y avoir ci, il va y avoir là, mais j'aurai une super anecdote, quoi. Une journée que tu te souviens encore 10 ans plus tard et jamais une journée perdue. Moi, dans mon spectacle, il y a des anecdotes. Je raconte peut-être 3-4 anecdotes. Les 3-4 sont des journées que, quand je l'ai vécues, c'était la grosse merde. Ah oui, parce que évidemment, sinon c'est pas drôle. Les trucs où c'est bien passé. Ah, je suis rentré chez moi, et puis j'ai bien bossé, on a mangé, c'était super bon. Et puis j'étais un peu fatigué, on a fait l'amour avec ma femme, et puis j'ai dormi. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais en pleine forme. Super. C'est pas une très bonne anecdote, en fait. Ça attire moins l'attention en soirée. Alors que la fois où tu t'es fait faire un test de dépistage avec et ça m'est déjà arrivé, ça, merde, comment vous appelez ça ici? Des cotons-tiges, où ils doivent te passer 2 cotons-tiges dans l'urètre. Et je le raconterai une autre fois. Mais c'est... T'as trouvé que c'était une excellente idée de suivre un type que tu ne connaissais depuis 2 heures pour aller taper de la cocaïne dans son appartement avec 2 prostituées obèses. Sur le moment, tu te disais, c'était peut-être pas une très bonne idée. Généralement, le lendemain, ça te fait une meilleure histoire. Il faut juste doser le nombre de bonnes histoires, l'envie de continuer de survivre au-delà d'avoir 40 ans. Voilà, et les conséquences physiques directes et indirectes de ces actions. Et ceux qui sont... je sais pas si ça se trouve sur Internet, mais moi, le meilleur bout d'humour que j'ai vu de toute ma vie, c'est Jim Jeffries. Donc, c'est un Australien qui vit aux États-Unis maintenant, qui voit son show sur FX, qui est la même chaîne où le show de Louis C.K. est diffusé à partir de janvier. Et on l'a vu, donc, à Juste pour rire... on l'a vu ensemble. À Montréal. Il y a une anecdote de 22 minutes où, justement, la fois où il a fait de la coke avec un autre humoriste connu, avec 2 filles après le festival Juste pour rire. L'anecdote dure 22 minutes. Si vous comprenez l'anglais le moindrement, vous devez ça à vous-même de fouiller pour trouver cette anecdote. Si je ne m'abuse, le spectacle dans lequel se trouve cette histoire, parce qu'elle dure 20 minutes, va sortir prochainement. Ok, la journée où il sort, promis, je le mets sur mon compte Facebook ou sur Twitter. Je vais tweeter le lien. C'est pour moi la plus brillante façon de raconter une anecdote qui fait aucun sens, où ça finit avec une fille cachée aux toilettes, lui qui fait de l'origami avec son sachet de coke. Enfin bref, ça ne fait aucun sens. En fait, ça fait beaucoup de sens, au contraire, du début à la fin, mais c'est brillant. C'est brillant. Il y a des gens en France ou en Belgique, bref, du côté francophone, que tu trouves tellement brillants, qui t'impressionnent. C'est un point où tu te dis, shit, si je pouvais passer 3 jours avec eux, il me semble que ça me remettrait un peu... Oui, pas nécessairement en matière d'écriture de vannes, même si mais j'ai la chance de fréquenter des gens qui m'impressionnent par leur capacité de travail, de productivité, c'est-à-dire d'écrire des dizaines de vannes en une semaine, comme Arsène par exemple. Oui, pour ceux qui connaissent pas, parlant de choses dont vous devez à vous-même, c'est un gars avec qui t'écris. Oui. Il est sur Twitter. Moi, c'est le genre de gars que je veux dire. Il y en a 2 sur 3 qui me feront pas rire de ces vannes, mais la 3e qui me fait rire vocalement derrière mon ordinateur. Genre, je suis tout seul chez moi, je vais faire. Oui, les 3 en question, ça va être sur la même demi-journée. Oui, mais c'est un gars qui, quand il est drôle, quand il me fait rire, me fait vachement rire. Donc je crois que c'est quoi son pseudo pour le trouver? C'est _Arsène. _Arsène, parce qu'il a changé, maintenant c'était Arsène Profil. Ouais, voilà. Bref, cherchez Arsène ou dans ceux que Walter suit. Toi, c'est quoi? C'est @Walter officiel? C'est ça. Contrairement, il y a quoi? Il y a une douzaine de Walter officieux, je crois, c'est ça? Mais c'est ça, et puis surtout, c'est une grande chaîne de déménageurs internationaux, Walter, donc il fallait vraiment se... Sérieux? Oui, c'est vrai. Tout le temps, on voit des camions Walter sur le... Donc quand tu te googles... Quand je me google, il faut mieux taper Walter belge, parce que sinon, on arrive assez vite chez les déménageurs. Tu te googles un peu, toi? Non. T'es pas trop dans ce trip-là? Moi, je me google une fois par jour, hein, donc je le dis sans shameless. Mais... Je me google jamais, moi. Non? Est-ce que c'est parce que ça te fait chier de voir les critiques, ou c'est parce que tu t'en fous, en fait? Parce que je veux pas trop que ça influence. Je me rends compte, aussi, en s'auto-observant, je me rends compte que les choses les plus
originales ou intéressantes que j'ai faites ou les choses, c'est pas en cherchant à plaire, et je sais que ma personnalité est telle que si je me Google et que je vois des gens m'ont dit ça, oui, je vais me dire ça c'était plus intéressant, ça c'est moins bien, je vais commencer à y réfléchir, à me dire tiens, il a peut-être raison. Tu vas geeker là-dessus en gros. Ouais, et je préfère geeker qu'avec des gens qui sont des professionnels. Voilà. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que je tiens pas compte de la vie du public, mais la vie du public pour moi c'est les rires quand je suis dans la salle, ce genre de choses. Mais je veux pas trop commencer à aller regarder un tel qui a mis un blog. Voilà. Est-ce que tu commences à faire un peu partie d'un cercle, je veux dire people à Paris? Est-ce que tes soirées, c'est plus souvent des soirées avec des potes que t'avais avant, ou tu commences à avoir pas mal de soirées où t'as Arthur et Danny Boone qui passent dans le coin? Mais écoute, c'est pas des soirées people dans le sens bon, j'ai pu aller, j'étais à l'anniversaire d'Arthur, mais ce qui était une soirée plutôt people évidemment pour le coup. Mais la plupart du temps, c'est soit des soirées, tu sais, quand tu dois être à la radio le lendemain matin, moi je joue au théâtre le soir, t'essayes de te préserver un petit peu, de rentrer de temps en temps chez toi, mais j'aime bien sortir. Et il se trouve que mon cercle de fréquentation recoupe un petit peu le cercle des humoristes, parce que comme on a le même mode de vie, on est susceptible de se retrouver dans les mêmes soirées, on est susceptible de sortir à la même heure, on a les mêmes jours de congé. Enfin... C'est qui les humoristes avec qui tu traînes? Ah bah écoute, ça m'arrive régulièrement de boire du bon vin avec Jérôme Daran, avec Ben. Je vois souvent l'amant du Comedy Strip avec Kyron, on a fait l'autre jour un karaoké d'anthologie. Sobre? Bien sûr. Karaoké, ça c'est... Karaoké, j'ai l'impression qu'il y a deux options. Il y a que des gens bourrés et des gens un peu psychopathes. Genre le gars ça fait 6 ans qui tous les samedis vient chanter le même morceau d'Eros Ramazzotti. Je crois que tu as bien analysé l'ambiance des karaokés. Et alors, je sais pas si tu as remarqué dans les karaokés, les habitués, les seuls qui chantent bien en fait, chantent en imitant toutes les intonations du chanteur. C'est-à-dire qu'ils s'approprient absolument pas la chanson, ils essayent de reproduire le plus fidèlement possible la façon de chanter du chanteur. C'est-à-dire que c'est absolument pas je vais vous interpréter ma version des Lacs du Connemara de Michel Sardou. Non, parce qu'on peut se l'approprier, les Lacs du Connemara. Mais bien entendu. Il y a des émotions dans cette chanson. Mais évidemment, l'histoire de l'Irlande, attends, les protestants, les catholiques, tout ça est très très... La trame de fond des Lacs du Connemara est une belle fable politico-sociale qui évidemment, mérite... comment on se soumettra pas à la loi des Gallois et celle des rois d'Angleterre. Ben écoute, moi j'y vois clair, aussi quelque part là-dedans la recette de la Guinness, mais moi je pense que l'Église catholique a financé en sous-main l'écriture de la chanson. Je pense qu'on a affaire à un coup des Illuminati qui font de la propagande, mais ça c'est bon. Et donc, nous sommes clairement du côté des catholiques ici, puisqu'on boit un Châteauneuf du Pape. Mais tu connais l'histoire du Châteauneuf du Pape? En fait, c'est le pape d'Avignon. C'est à l'époque où il y avait 2 papes. Il y a eu une espèce de schisme. Alors pendant le grand schisme d'Occident, si ma mémoire est bonne? Non, ça c'est entre les orthodoxes et les catholiques. Ça c'est genre en l'an 1000. Ça c'est vraiment le profil type de ma personnalité. C'est-à-dire, je connais en général 10% des histoires et j'arrive toujours à faker mon chemin dans la vie. C'est-à-dire que, genre, en entretien d'embauche, en n'importe quoi, j'en connais toujours juste assez pour pouvoir être un peu prestidigitateur. Mais quand je me fais gauler, en général, c'est le bide absolu parce que c'est là qu'on se rend compte du gouffre qui sépare la vérité de ma connaissance. C'était assez. C'est un schisme-que, t'as envie de dire. Un schisme-que, exactement. C'est le schisme-que d'Orient. Non, c'était tout en Occident. Et donc, il y a eu des papes à Avignon, d'où le fameux Palais des Papes, où ils jouent les pièces les plus prestigieuses du festival. Et les vignes de Châteauneuf-du-Pape sont juste à côté. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Donc, c'était rigolo. T'es vraiment un geek dans n'importe quoi, en fait. Ouais. Tant qu'à parler de spectacle, je vais quand même parler d'un truc. Avec Walter, donc, on geek beaucoup, on fait, c'est ça. On va faire du name dropping en disant, ah oui, mais Georges Carlin, qui en 1964 a tout droppé pour aller faire de la tournée des campus. Et donc, il y a 6 personnes, je pense, en Europe francophone que ça intéresse. Et ça faisait quoi, un an et demi à peu près qu'on geekait sur la comédie. La première fois que tu m'as dit, c'était à Woluwe Saint-Pierre, si ma mémoire est bonne. Dan, tu viendrais pas faire ma première partie pour le show? Oui, c'était... oui, le centre culturel de Woluwe était plein. Please, il y a quoi, 500 personnes? Je crois, non, 800. Ah oui, donc c'est devant tant de personnes que ça que je me suis tapé un bide.
Et j'arrive, et t'as toujours, tu sais, c'est comme quand tu fais le malin alors que t'es sur le banc au foot. Tu vas dire, ah oui, non, tel truc. Et d'un coup, on te dit, hey, fils, vas-y, monte sur le terrain. Et j'avais un 10 minutes à faire, et les 7-8 premières minutes, je me suis mangé, mais comme un débutant. Les 2 dernières minutes sont un peu sauvé le bazar, mais les 2 dernières minutes, c'était la neige. Ouais, ça. Le truc, en fait, le sketch de la neige. Mon sketch. En gros, j'ai un sketch sur la neige, un sketch sur les scouts qui, à chaque fois, marchent partout. Ils sont super. Le reste, ça n'hésite pas à dénoncer. C'est vrai que j'ai à fond un humour de Mickey Mouse, mais d'un autre côté, je continue de penser que faire un truc vraiment pour toute la famille et très clean, être vraiment drôle, c'est difficile. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, moi j'aime bien, parce que tu sais, je joue 4 fois par semaine au Point Virgule à Paris, et c'est un public... c'est pas un public ultra populaire, dans le sens où le public ultra populaire, ce serait celui de Patrick Sébastien ou de François Pirette, mais j'ai un public quand même très diversifié, des jeunes, des vieux, des gens un peu de classes sociales différentes, oui, tout à fait, non, vraiment, il y a vraiment de tout. Et le challenge, c'est dans certains thèmes parfois plus difficiles, de se dire comment je vais pouvoir retravailler pour travailler langue, pour que ça fasse rire aussi bien un beurre de 20 ans qu'un papy, qu'une jeune fille, un mec de 50 ans fan de Marc Isaïe avec une veste en cuir. Enfin, être drôle auprès de ses amis, c'est facile, mais être drôle auprès de tout le monde. Et c'est Jay Leno qui disait, il y a une paresse chez les humoristes qui... Moi, je voudrais que ça ne corresponde pas à une catégorie sociale, mais que ce soit un état d'esprit. C'est-à-dire que, évidemment, on peut pas plaire à tout le monde, ça vraiment, j'en suis convaincu, mais que je puisse trouver à parler aussi bien aux vieux qu'aux jeunes, de pas te limiter, aux blancs, etc., du moment que il soit drôle en fait. Ouais. Mais c'est Jay, il disait, il y a beaucoup d'humoristes qui une fois vont trouver donc un segment de gens qui les aiment bien, on dirait les 20-30 ans blancs. Ouais. Et puis après ça, quand ils vont se manger, quand ils vont aller dans un public de 40 ans de black, ils vont dire, ah oui, mais c'est pas mon public. Il dit, à partir du moment où tu as gagné un public, tes efforts devraient être essayer de gagner un second, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, jusqu'à la limite de ce que ton matériel et ce que tu veux faire peut aller, mais de pas s'en servir comme alibi, quoi. Tout en sachant que certaines formes d'humour, enfin, je vois mal des catholiques traditionnalistes adorer mon spectacle. Je vois mal des islamistes d'extrême droite adorer mon spectacle. Je vois mal même des féministes suédoises pro-animaux adorer mon spectacle, tu vois. Oui, en fait, tout ce qui est extrême, en général, aime pas entendre le contraire de sa pensée, mais je pense qu'à la base, le vrai bottom line, donc le vrai truc, c'est toujours, si t'es très, 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 très drôle, il y a tout, tu sais, mettons, le rap, c'est pour les amateurs de rap. Et puis de temps en temps, tu vas voir un Eminem qui va sortir et qui réussit à sortir de la catégorie des fans de rap. Tout en étant respecté par les rappeurs. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Voilà, si t'es... Le truc, c'est con, mais travaille beaucoup. Si t'as du talent, tu travailles beaucoup, puis que t'es excellent, ça va marcher. Revenons à Voluer Saint-Pierre. Oui, tout à fait. Quand on me demande de faire une première partie, t'as une mission. T'as une mission de prendre des gens qui viennent d'arriver, qui sont encore en train de causer. Je veux que quand moi j'ai fini, les gens soient en train d'applaudir et soient en train déjà de se marrer, ce qui fait que quand l'autre personne rentre devant un public chaud, il y a un côté mercenaire là-dedans que j'aime beaucoup. C'est super agréable de faire des premières parties parce que tu as une mission claire et courte. Tu dois être bon pendant 10 minutes, monter progressivement, comme ça quand l'humoriste arrive, tout le monde est prêt. Et là, j'ai une anecdote que j'ai entendue dans un podcast qui est absolument génial sur les premières parties. C'était un type qui expliquait que, alors là, c'est vraiment pour les super geeks de l'humour et qui connaissent les humoristes américains. Il y a un gars qui a influencé beaucoup de monde qui s'appelait Sam Kinison. Oui, c'est un ancien, à la base, un ancien prêcheur, donc une sorte de curé protestant. Prédicateur, je pense qu'on dit en français. Oui, voilà. En gros, ceux qui gueulent dans les églises. Qui était devenu le type le plus dépravé, au contraire, de la planète. Ah oui, c'est lui qui a entre autres un gag assez célèbre pour juste vous resituer le personnage, où il dit « Ça me fait chier qu'on envoie des poches de riz en Afrique. Qu'est-ce qui nous casse les couilles? On envoie des poches de riz parce qu'ils savent pas bouffer. Ils disent parce qu'ils sont dans le désert, ils ont rien à manger. Au lieu d'envoyer un camion avec des poches de riz, pourquoi est-ce qu'on prenait pas le même camion vide et déménager les gens qui sont là et les amener près de l'eau? T'es dans le fucking désert. Il y a jamais rien qui va pousser. Déménage, you asshole. Donc ça, c'était son style d'humour. Et donc, tout à fait. Et donc, très, très provocateur. Et le type, apparemment,
moment, le jeune humoriste expliquait que donc Sam Kinison lui avait proposé de faire sa première partie, et donc comme vous pouvez imaginer, c'était une espèce de on va dire d'humoriste avec un public un peu genre heavy metal, quoi. Enfin, c'était des concerts de rock, quoi, ces spectacles. Et il les jouait comme ça, il gueulait tout le temps dans le micro. Et Sam Kinison dit au type qui fait la première partie, mais insulte-les, hein. Vas-y, hein, ils adorent ça. De toute façon, tu vois le genre, c'est vraiment des abrutis. Tu vas sur scène et tu leur chies dessus. Et donc le jeune, en plein d'admiration et naïvement devant son idole, plein d'admiration devant son idole, arrive sur scène et insulte le public en disant allez vous laver, enfin, je sais pas quoi. Et il se fait huer par 3000 personnes. Le gars est terrorisé, il sort de la scène, et à ce moment-là, Sam Kinison rentre sur scène et fait quel enculé, allez-y, huez-le tout. Et il avait créé exactement l'ambiance qu'il voulait pour lui, le début de son spectacle. Il l'a vraiment utilisé, c'est vraiment genre il l'a envoyé au combat sans rien, quoi. Et apparemment, donc le jeune humoriste dont le nom m'échappe disait j'étais complètement mortifié, etc. Et à la fin, Sam Kinison était venu lui taper sur l'épaule en disant c'est formidable, c'est exactement ce que je voulais, viens, on va faire la fête toute la soirée. Donc il y a vraiment quelque chose qui est du niveau du ouais, c'est vraiment show business, quoi. Tu veux faire quoi dans la suite? Mettons, si tu pouvais choisir ta suite, là. Est-ce que tu voudrais quoi? Tu voudrais devenir faire des séries, star de cinéma? Un projet qui me plairait énormément, mais ça demanderait vraiment presque de s'y consacrer un été avec des gens autour de moi auxquels je crois. C'est quelque chose qui s'apparenterait au Grand Journal pour ceux qui connaissent donc le Grand Journal de Canal+, ou même plus ce que fait Bill Maher aux États-Unis, qui a une émission qui a duré des années qui s'appelait Politically Incorrect, où c'est semi-humour, semi-talk show sur des sujets de société. Ça, c'est quelque chose dont je rêverais à terme. Tu crois que c'est possible de le faire avec la télévision traditionnelle, ou faudrait que tu le finances toi-même, que tu filmes ça, que tu foutes ça sur Internet et que tu espères que ça fonctionne? Moi, je pense que ça ne peut marcher sur la télévision traditionnelle qu'avec un animateur, un host qui est célèbre, parce que les chaînes vont jamais prendre le risque de lancer une émission politiquement incorrecte avec en plus un inconnu à sa tête. Bon, ceux qui sont fans de toi, qui voient un peu ton humour, donne la liste de tes 5, 6, 4, 5, 3, 4, peu importe, humoristes préférés. Alors, humoriste préféré dans l'histoire de l'humanité, à part toi. À part moi-même. Mark Twain, chaque fois que je relis une citation de lui, j'ai l'impression qu'il a tout inventé. Louis C.K., parce que c'est l'homme le plus drôle vivant sur la Terre aujourd'hui. Pierre Desproges, parce que justement, il m'a marqué. J'avais 12-13 ans quand il est mort, et mon père écoutait ça et ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, tiens, il y a moyen de faire ce genre d'humour. Philippe Geluck, parce que ça a été vraiment l'humoriste de mes 20 ans et que c'est dans les Belges celui qui m'a vraiment le plus fait rire à l'époque du Dr G. J'en ai une bonne sur lui. Philippe Geluck a accepté de venir dans le podcast et je vais aller dans son studio à Excel et ça va être le prochain invité. C'est un très très grand monsieur. Extrêmement hot. Et justement, un humoriste français encore qui n'a rien à voir, Thierry Leluron, parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui a inventé un style et qui sur scène il a aussi bercé mon enfance. Et c'était le côté showtime, show business, avec il était toujours en smoking, il arrivait, il dansait, il chantait, et l'air de rien, c'était, tout en parlant aux grands-mères, c'était relativement subversif ce qu'il racontait. Qui est le plus moderne en ce moment? En France? Ouais. Parce qu'en France, si tu regardes juste la télé, tu envoies une série, mais toi, je sais que tu es bien connecté avec aussi la nouvelle génération. Donc, tu sais, donc Arsène sur Twitter, vraiment super drôle, je trouve. Ouais. Mais dans ceux qui font de la scène, qui tu trouves drôle? C'est ceux que tu vois sur scène et tu dis shit, il y a vraiment quelque chose. Moi, tu sais que je vous conseille un gars, si vous pouvez chercher, un Suisse, Nathanaël Rocha. C'est un Suisse à peu près inconnu au bataillon qui a déjà fait de la scène ouverte avec Gaspard Pro, je crois. Et lui, il est pas très connu, mais c'est le mec qui va débarquer pour ceux qui sont fans, genre Mitch Hedberg ou Steven Wright. C'est donc de la punchline un peu bizarre avec des grands silences. Le gars, il était au festival de Bierge l'année passée. Et son premier gag, il arrive sur scène et il fait: l'autre jour, j'étais avec ma femme, on était en train de plier les draps et je lui dis tu vois qu'on fait des trucs à deux. Et il laisse 5 secondes et il se tape le bide de toute l'histoire de l'humanité. Et après ça, un autre gag, c'était on a placé ma grand-mère dans un home et elle se plaint qu'on va jamais la voir.
Alors, on s'est arrangé avec les gens du haut, mais on lui fait croire qu'elle a Alzheimer. Il y a personne qui rit dans la salle. Il y a un con qui rit et c'est moi backstage, mais je ris tellement fort qu'il doit l'entendre jusque sur la scène. Et donc voilà. Et donc voilà, moi je dirais le qui te fait spectacle. rire, en gros, chez les Français. Le spectacle que j'ai vraiment ri, c'est pas parce que c'est un copain. Sami Amézian, le comte de Boudherbala, j'ai été voir son spectacle là, du début à la fin. C'est moderne, c'est efficace, c'est drôle, c'est bien vu. Il faut qu'on fasse un point quand même sur ta carrière médiatique parce qu'on l'a pas fait. Je voulais faire ça au début, mais finalement les choses ont dérapé. Quand t'es arrivé en France, ton premier médiatiquement, c'était chez qui t'es arrivé en premier? Alors en France, je suis arrivé au Théâtre Populaire du Rénitas. Ensuite, j'ai joué dans Le Point Virgule fait l'Olympia, Oui. donc qui s'est retrouvé diffusé sur Comédie Plus maintenant, donc qui est une filiale de Canal+. J'ai fait des émissions chez Arthur, sur Comédie. Le premier médiatiquement radio-télé en France, c'était qui? Radio-télé, la première vraiment officielle où je suis pas arrivé pour faire de la promo, mais bien pour faire une chronique, c'était sur France Inter dans Le Fou du Roi. Avec Stéphane Bern. Et comment pourquoi il t'a engagé? D'où il t'a vu? Alors j'avais été invité. Il t'a engagé parce que tu trouvais drôle, j'imagine, mais... J'avais été invité une première fois pour faire ma promo au Fou du Roi, justement, où j'avais été assez drôle sur antenne. Et donc il m'avait proposé de passer là. Voilà. Et Arthur, lui, t'as entendu à l'Olympia ou chez Bern? Olympia, ils sont venus voir le spectacle et ils avaient besoin de chroniqueurs pour l'émission qu'ils faisaient ce soir avec Arthur. Ça continue ou c'est fini ça? Non, c'est fini. Ah ok, je savais pas qu'il avait arrêté. Voilà, maintenant il est occupé avec Vendredi, tout est permis. Ok. Et donc Arthur, c'est là que Drucker t'a entendu ou t'as entendu chez Bern? Alors, il m'avait entendu chez Bern, il m'avait vu chez Arthur, donc Drucker m'a proposé de participer à son projet radio et télé. Et je vais poser la question que tout le monde se pose, comment il est en vrai? Comme à l'écran. Il est comme à l'écran, il est souriant, il est professionnel, il est gentil. Tu penses qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie? Mettons, quand il rentre chez lui, il ferme la porte, il rentre chez lui. Je pense qu'à ce niveau de c'est un type qui travaille. C'est un travailleur. C'est un gars qui travaille tout le temps. Sa vie, c'est son travail. Et donc, il y a pas en fait, je pense, il n'y a pas deux Drucker, il n'y a pas un moment où il enlève son masque, enfin peut-être juste pour sa femme, mais encore, donc, je ne sais pas. Mais, il y a un côté, en fait, il y a, même s'il est super gentil, pour toi, il y a une sincérité chez lui. Oui, parce que je pense qu'il est à l'écran comme il est dans la vie, c'est ce qu'il veut. Moi, j'allais souvent le voir dans son bureau avant les chroniques en disant tiens, parce que je sais qu'il était très très soucieux que l'invité se sente bien, tu vois, dans son émission, et surtout que c'est que des gens qu'il connaît. Donc je lui montrais, etc. Et il était bienveillant. Il est drôle, hein, drôle Drucker. Peut-être c'est un truc qu'il a caché pendant des années, vraiment très marrant, hein. Ça a l'air très très fin. Et s'entourer de la jeune génération comme ça, c'est qu'il y a un instinct de businessman qui est pas du tout débile non plus. Non, son instinct de businessman n'est pas débile, je te le confirme. Débile n'est pas le premier terme qui convient pour qualifier l'instinct de businessman de Michel Drucker. Toi, en gros, 3/4 des gags, tu connais la chute, même si tu connais pas la blague. Ouais, ou quand je vois la chute, je suis rarement surpris parce que j'ai l'impression que ça répond à une série de tu vois les ficelles, en gros. Oui, ou même quand je les vois pas avant. Donc quand c'est bien fait, je les vois. Si c'est mal fait, je les vois avant. Et si je les vois pas avant et que je les vois après, je me dis ah voilà, il avait le choix entre 6 solutions. Et là où je ris vraiment, c'est quand la solution n'a aucun rapport avec ce que j'avais pu imaginer, ou qu'elle est totalement en dehors du cadre de... Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un humoriste... Moi, je me souviens, un des premiers trucs qui m'avait fait rire, c'était, et ça a toujours été comme ça, c'était un dessin de Gueuluc, justement, où on voyait un type chauve, et marqué avant, et à côté, on voyait le même type avec des cheveux, et était marqué encore avant. Ça me fait vraiment rire. Au lieu de avant, après, t'attends à voir le après, et là, tu vois le encore exactement. Avant. Ouais. Là, c'est en sciant que... C'est les blagues qui me faisaient rire quand j'étais petit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en sciant que Léonard de Vinci. Voilà, c'est drôle parce que ça a l'air d'être un bête jeu de mots, mais en fait non, parce que ça casse complètement les... Ah oui, le code que tu attends. Moi, je me souviens avoir beaucoup ri, justement, avec Gueuluc. Un jour, je crois que c'est Gueuluc, un jour à la radio, je crois que c'est lui. Et il disait, ouais, voilà, peut-être qu'il a raconté des conneries, Albert Einstein, avant de dire E égale MC2, peut-être qu'il a dit Y égale... Et ça, c'est vraiment hyper marrant parce que t'imagines qu'il dit oui, Y. mais Gueuluc est un des gars qui m'impressionne le plus parce que tout le monde, genre, les grands-mamans adorent Philippe Gueuluc.
Alors que quand tu lis certains de ses livres, dont Gueuluc enfonce le clou, entre autres, c'est un des gars les plus trash de Mais l'histoire. évidemment, mais c'est pour ça qu'il... Mais comment il a réussi à contrôler tout ça pour être drôle pour tout le monde? Le talent et le travail. Je crois que c'est un type hyper talentueux, ultra travailleur. Moi, j'ai un respect infini pour Philippe Gueuluc. Déjà, ce gars-là a toujours quitté les émissions pendant qu'elles avaient du succès. Quitter, c'est un talent exceptionnel. Oui, enfin, quitter, c'est un talent exceptionnel, mais surtout y être, et puis durer, et faire des choses. Oui, mais comment tu fais? Oui, ça, c'est un truc. Être bon, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, j'en sais rien, bref, le fait qu'il quitte après 1 an, pour moi, c'est une décision courageuse. Ouais, même si moi, je trouve un peu court. Je trouve que c'est limite un peu court. Je les connais bien. Je connais bien surtout Kian, parce qu'en fait, je le connaissais avant qu'il ait du succès, donc ça te permet de... Oui, t'as pas l'air d'être une espèce de pute qui essaie de se greffer à son succès quand tu lui causes après. Pas du tout. Et il a un succès immense. C'est pas non plus un ami proche. On se croise de temps en temps. Mais genre, il connaît ton nom. Voilà, on se connaît. Et je trouve ça super. Et je suis vraiment, vraiment très admiratif en plus de ce qu'ils ont fait, de la quantité qu'ils en ont produit, de qualité, etc. Très inventif. Je me dis, allez, quoi. Peut-être encore une 2e saison, c'était... Mais aujourd'hui, en arrêtant après 1 an, ils sont certains à 100%, si tu t'appelles Kian Kojandi, tu auras n'importe quelle fucking chaîne de télé en Europe francophone en disant « Hey, j'ai un nouveau projet », avant même de dire c'est quoi le projet, t'es signé. Ah oui. Alors que si tu fais une deuxième année qui dit... Non, mais c'est peut-être une décision business, non? C'est peut-être une bonne décision. Est-ce que c'est une décision business ou c'est une décision, tu penses un peu d'avoir les cold feet en anglais, comme on dit, qui sont dit merde. Et maintenant, il y a parce que il y avait zéro pression au début de la première année. Ouais. Et s'ils revenaient après une 2e année, il y avait une pression de malade sur eux. Parce que, surtout aujourd'hui avec Internet, les gens se lassent à une vitesse de dingue. Et donc, si t'es pas 100 fois plus drôle que la première année, on se dit, ils ont changé. Non, mais tu sais, quand on dit, ils ont fait la saison de trop, ou bien que le combat de trop version Mohamed Ali, voilà, un sportif, un artiste, etc. Ils ont fait le truc de trop. Mais est-ce que quelque part faire la saison de trop, c'est s'assurer d'avoir été au bout de l'idée. Ouais. Voilà, c'est ce que c'est pas s'assurer d'avoir été au bout de ton œuvre. C'est pas con ça. C'est quoi? J'avais jamais pensé à ça. C'est vraiment pas con. En fait, quand t'as une idée, tu dis ouais, bon, je vais essayer de rajouter un 2e gag derrière. Ça rit. T'en rajoutes un 3e. En fait, pour savoir que t'as été au bout de ton idée, faut aller jusqu'à celui qui marche pas. Ouais. Ouais. C'est. On a tous appris quelque chose aujourd'hui. Eh bien. Est-ce que t'as des blagues géniales, vraiment drôles, que tu fais pas parce que t'as peur de blesser quelqu'un de ton entourage? J'en ai une en particulier qui est, à mon avis, ultime sur ma vie quand j'étais adolescent, que je suis pas encore prêt à dire. Peut-être pour le prochain spectacle, ce sera peut-être la base, ce sera peut-être le premier truc sur lequel je travaillerai. Il m'est arrivé un truc la semaine dernière au Point Virgule. J'arrive sur scène et sur la droite, au Point Virgule, il faut savoir donc, que le théâtre est extrêmement petit et il y a une mezzanine sur la droite, c'est-à-dire qu'en fait il y a une espèce de t'es assis sur la scène, en gros. Petit gradin où il y a trois rangées de personnes qui sont assises sur la scène à la droite donc de l'acteur. J'ai vu mon idole, moi, son Louis-José Hood qui jouait donc juste après toi. Et quand je suis rentré, le hasard a fait en sorte que c'est un cadeau pour mon anniv et j'étais sur la scène et donc de voir moi mon idole, j'ai vraiment un de mes préférés, et d'être assis, j'étais le premier devant, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Mais il y a beaucoup de gens qui sont un peu timides, justement parce qu'ils sont en lumière en plus. Quand on te voit là sur la scène, c'est difficile pour des raisons techniques de cacher les gens qui sont là. Et donc j'avais quelqu'un à côté de moi, une jeune fille qui était avec un garçon et qui parle. Et donc je suis en train sur la scène. Non, mais oui, sur la scène. C'est-à-dire que moi, j'arrive sur scène, je commence à parler et j'entends une conversation dans mon oreille droite, tu vois. Alors, c'est extrêmement... C'est difficile à imaginer, mais quand on est vraiment sur scène en train de faire du one-man show, c'est extrêmement difficile de dire ce qu'on a à dire avec une conversation. Parce qu'en fait, c'est comme quand vous êtes au restaurant et que vous entendez la conversation de la table d'à côté, vous pouvez pas ne pas l'écouter. Enfin, il y a quelque chose de ton attention est absorbée. Donc, non seulement mon attention est absorbée, l'attention du public, dans une certaine mesure aussi. Et quand tu fais de l'humour, c'est une question de demi-seconde. Pour être drôle, il faut un timing. Et si ton timing est fucké de demi-seconde, t'es pas drôle. Et donc, je termine ma phrase, puis je m'arrête, je dis, excusez-moi, arrêtez gentiment, je dis d'arrêter de parler parce que c'est trop difficile pour moi après de parler. Donc voilà, c'est jamais très agréable parce que ça casse un petit peu l'ambiance, même quand on le fait avec tout le sourire qu'il faut. Je recommence à parler. Et là, je me retourne et je dis, vraiment, et toujours avec le sourire, je t'aime bien, mais arrête, parce que là, c'est vraiment difficile pour moi. Et là, je me dis, ça y est, je repars. Il n'y a plus de distraction. Et à l'étage au-dessus, je vois 2 lesbiennes jolies de 25 ans se rouler une pelle devant mon nez.
Et là, j'ai eu mais vraiment une seconde. C'est le truc le plus distrayant pour un homme hétérosexuel. Donc, j'ai eu une seconde de comme ça de ah merde, De blanc, d'absence. de blanc, parce que ce que je regardais était plus intéressant que ce que j'avais à dire. Pourquoi est-ce que les gens J'ai dû sont... reprendre. Et ça a été après? Oui, ça a été très bien. C'était très bien, mais c'était Pourquoi vraiment. on est si con que ça, les gars? Parce que... J'ai dû faire une remarque. J'ai dit, je viens de voir quelque chose de distrayant. Les 3/4 de la salle ont cru que je parlais donc de la personne qui parlait dans mon oreille. Le fait que deux lesbiennes qui s'embrassent soit excitant pour un mec est quand même la preuve qu'on est stupide. Parce que la définition même d'une lesbienne, c'est quelqu'un qui aime pas les pénis. Il y a rien qui définit mieux une lesbienne que l'absence d'amour du pénis. Donc le fait de trouver excitant deux personnes, non pas une, mais deux, qui veulent pas de toi parce que t'as un pénis, le fait que ça t'excite prouve quand même qu'on est un peu débile. Quoi. C'est vrai, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais oui, je sais pas, il faudrait parler à un sexologue. Pourquoi? C'est vrai qu'il n'y a pas de raison en fait objective pour que ça te... T'es un peu féministe toi ou pas? Féministe? Ouais. Bah, ça dépend en fait. Je suis pas anti-féministe, vraiment pas. C'est-à-dire qu'en fait, je suis particulièrement sensible, tu vois, aux féministes saoudiennes. Tu vois, si t'as une féministe saoudienne, là vraiment, elle va avoir toute ma sympathie. Aucun plaisir à voir l'homme dominer la femme. Pour résumer ça. Il y a pas socialement dans les trucs. Il y a pas de raison. Donc voilà, les féministes saoudiennes. Après, les féministes anglaises, si leur combat c'est juste j'ai juste le droit d'être encore plus grosse et quand même d'avoir un mec, non quoi. Tu vois, c'est ça, je veux dire. J'ai juste le droit d'être encore plus obèse et encore plus moche et malgré tout, il faut que je vous plaise parce que non. Mais quand c'est ouais, il faut peut-être arrêter de me jeter des pierres sur la tête quand j'ai décidé de coucher avec un autre homme, oui, je suis féministe. Enfin, tu vois, je trouve simplement que t'es plus féministe contre la lapidation que féministe contre le fait d'être séduisante. Voilà, exactement. Je trouve que simplement, féministe, ça veut dire qu'il y a des droits de base qui doivent être assurés à toutes les femmes partout. C'est d'une telle banalité que je le dis presque en murmurant, parce que je sais pas comment on peut... Tu peux être contre les droits de l'homme, en gros. En fait, je suis pas contre les droits de l'homme, et je trouve que ça s'applique aux femmes, et dans ce sens-là, je suis féministe. Ouais. Ni plus ni moins. C'est quoi la pire... On t'a déjà insulté suite à ton spectacle? Est-ce qu'il y a un truc qui... on t'a dit, mettons, Walter, c'est et ça t'a fait chier, genre, je sais pas, un raciste, un misogyne, n'importe quoi. Est-ce qu'on t'a déjà taxé d'un truc où ça t'a fait vraiment chier, ou... Est-ce que t'as taxé d'un truc, ça t'a vraiment dérangé? À la limite, pas suite à mon spectacle, mais suite à une chronique, on m'a déjà dit, ou quelqu'un m'avait une fois dit, ouais, bon, c'est pas si méchant. Et je m'étais dit, tiens, probablement, je m'étais un peu druckerisé dans une émission de Drucker, et j'avais voulu peut-être rentrer dans l'ambiance, et peut-être je me suis dit, tiens, ouais, je me suis peut-être un petit peu auto-censuré. Voilà, ça pourrait me faire chier. J'ai terminé là-dessus, c'est con parce qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures, et j'espère que d'ici quelques dizaines de numéros, on aura l'occasion de reparler encore, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses qu'on peut dire. T'aurais pas envie, toi, t'as plein de potes humoristes à Paris, t'aurais pas envie de faire un podcast, faire vaguement, sensiblement la même chose, mais à Paris avec tes potes à toi? Si, j'allais te le proposer. Et tu sais qu'est-ce que j'aimerais bien? Ce qui serait cool, si ça te botte. Un jour, je débarque à Paris, t'appelles 2-3 gens à quitter, j'amène des micros en plus, on en fait quelques-uns, et puis après ça, moi, mon but, c'est de passer d'une émission à un réseau de podcasts, forcément, et je m'arrange pour tout. Toi, tu fais les enregistrements, on le met sur le même réseau de podcasts, et puis on diffuse ça, là. Ouais. J'allais te le proposer, mais tu l'as mis avec des mots plus précis. Ouais, ça se passe. Écoute, ça fait 7 fois que je fais ça. Je suis un professionnel. C'était super cool de discuter avec toi, Walter. Merci beaucoup d'avoir accepté. La bouteille est finie, donc l'interview aussi. Merci, Dan. À bientôt. Bye bye.